rapidement, je voulais évoquer des éléments qui entravent la possibilité de réformer et d'aller loin et d'avoir un débat politique apaisé, et puis faire deux propositions qui pourraient traverser nos rencontres. Alors les conditions, enfin ce qui rend les choses difficiles, c'est la première chose, ce sont les contradictions temporelles. Il y a un papier extrêmement intéressant de Michel Aglietta et de Étienne Espagne qui pose la question de la planification dans un contexte de transition écologique. C'est un papier qui récemment paru, l'ardente obligation de l'écologie politique, et qui évoque toutes les mutations à accomplir, qui se heurtent, et Patrice l'a évoqué tout à l'heure, à la tragédie des horizons. C'est-à-dire les contradictions temporelles qui peuvent exister avec des horizons de décision, et ça ne touche pas que les questions environnementales, hein, des horizons de décision et aussi des horizons d'attente de la part des agents économiques qui sont de court terme, alors même que les réformes engagées sont des réformes de plus long terme. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vise d'une certaine manière quand on avance que les réformes doivent être faites en début de mandat, parce qu'après, à la fois le court-termisme et la myopie des agents économiques font qu'il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. Et donc le premier point, c'est sans doute de dépasser ces contradictions temporelles, et j'y reviendrai en conclusion. Deuxième élément, à ces tragédies, ces contradictions et ces tragédies temporelles se conjuguent avec ces tragédies, donc des tragédies des horizons spatiaux. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Des changements peuvent être rendus totalement invisibles parce qu'ils vont se produire ailleurs, à côté, et les agents économiques, les citoyens ne les voient pas. Hein. Qu'il s'agisse d'ailleurs de distance physique, mais quelquefois aussi de distance sociale ou de distanciation médiatique. Par exemple, quand vous faites des efforts de réindustrialisation, ou quand on annonce qu'on va essayer de relocaliser la production de médicaments qui sont absolument vitaux, c'est vrai que si ça se passe à côté, on ne le voit pas, et beaucoup se disent mais bon, où sont ces réformes qu'on attend et qu'on ne voit pas arriver? Troisième élément, toute action fait des gagnants et des perdants, ou des gagnants et des jaloux d'ailleurs. Mais en général, c'est pas expliqué. Et on a tendance à se réfugier derrière un cliché qui est assez confortable, qui est de dire la réforme c'est gagnant-gagnant. Ben non. Non, les réformes sont rarement gagnant-gagnant. Il y a des gagnants et des perdants, et peut-être un discours de vérité serait-il plus efficace qu'un discours où on va masquer la vérité et où les perdants de l'affaire vont apparaître ultérieurement. Par exemple, quand on se pose la question de faut-il augmenter le salaire de certaines professions qui ont été particulièrement visibles et au premier plan durant la crise de la Covid, voilà, c'est une question à laquelle il faut répondre, mais d'autres vont répondre non, non, il faut une indexation de tous les salaires, et là on entre dans une inflation sans fin. Ou enfin, est-ce qu'il faut répondre à ceux qui savent réclamer une part supérieure du gâteau, comme c'est la grève de la SNCF avant les vacances de Noël? Et donc, je crois que répondre de manière tout à fait honnête à ces questions, en reconnaissant effectivement qu'il n'y a pas de réforme qui n'ait pas un coût, sauf sans doute peut-être des réformes qui seraient purement dépensières, et encore, on retrouve la tragédie des horizons temporels, c'est-à-dire on fait la réforme en se disant que tout le monde est gagnant, mais en réalité, les perdants, ce sont les jeunes, et ce sera pour demain. Et enfin, la quatrième question qui se pose quand on veut mettre en place donc des réformes, c'est aussi la question des ordres de grandeur. Tous ceux qui ont enseigné l'économie, ou les journalistes qui expliquent des réformes, se heurtent à l'ignorance des ordres de grandeur les plus basiques. Hein. Et donc, c'est vrai que ça rend les réformes très difficiles à comprendre. Ça induit à la fois de fausses analyses et beaucoup de frustration. Et cette ignorance est d'autant plus forte qu'elle a été alimentée sans doute par le quoi qu'il en coûte, hein, qui avait toutes ses raisons d'être, mais c'est vrai que ça fait dire aujourd'hui, par exemple, à propos de la réforme des retraites, à certains politiques, que 12 milliards de déficit, en gros, c'est un équilibre. Et de même, l'ignorance des ordres de grandeur incite chacun à d'autant plus demander sa part du gâteau que l'addition n'est jamais faite, elle est parfois même pas faite au niveau des politiques publiques, et le saucissonnage des politiques publiques conduit à ne pas avoir la vision de ce qu'on dépense. Alors par rapport à tout cela, moi je crois que recréer l'espoir, c'est aussi passer par des discours sans doute, des explications. On parle souvent de pédagogie, j'aime pas trop le mot parce qu'on a l'air de considérer que les gens sont des enfants, mais en revanche, des discours plus
peut-être plus clair, où on donne vraiment les éléments du débat. Et je crois que pour redonner l'espoir, il faut avoir le courage de passer par là. Et ce sera sans doute quelque chose qui traversera nos rencontres. Expliquer, bien sûr, mais aussi en amont, et ça, il faut prendre plus de temps, former dans le long terme, c'est-à-dire apprendre aux jeunes ces ordres de grandeur qui leur manquent et qui font qu'ils ne comprennent pas de quoi on leur parle, qu'est-ce que c'est un déficit, mais par rapport à quelle grandeur, un pourcentage en soi ne veut rien dire, etc. Donc former, expliquer, et c'est, je crois, quelque chose qui traversera aussi, qui a toujours traversé notre idée du cercle des économistes, c'est de faire venir l'économie à tous, et nos rencontres tout particulièrement cette année.